La variable d'ajustement, c'est le déficit. Le monde de l'entreprise ne peut pas, puisqu'à un moment donné, ça s'arrête et il y a un administrateur judiciaire qui intervient. Et donc, là, j'imagine que ce serait le FMI. Et c'est jamais des bonnes décisions, en fait. Absolument. Mais vous savez, les parlementaires, enfin, les partenaires sociaux, les parlementaires sont co-responsables aussi, mais les partenaires sociaux disent toujours, mais finalement, l'État intervient toujours dans nos affaires, sur tout ce qui est social, l'assurance maladie, le chômage, les retraites complémentaires, etc. Mais à un moment aussi, on accepte le ménage à trois. Est-ce qu'on ne doit pas aussi dire, tout simplement, quand on est un partenaire social issu du monde entrepreneurial, on arrête de voter des budgets, d'accepter des budgets qui sont en déficit. Alors, pourquoi l'assurance maladie pourrait être en déficit? Pourquoi les retraites pourraient être en déficit? Pourquoi le chômage pourrait être en déficit? Non. Il n'y a aucune raison de créer des déficits sociaux qu'on repousse d'année en année. Vous savez, les collectivités locales, elles peuvent s'endetter que pour investir. Alors après, elles ne sont pas toujours super bien gérées, etc. On peut en reparler. Mais tout de même, si on appliquait la même règle pour l'État et pour les dépenses sociales, on aurait beaucoup moins de dettes. Nous, on avait fait le calcul depuis 1995. Si on s'était endetté en France que pour investir depuis 1995, on n'aurait que 60% de dette par rapport au PIB. Voilà, on serait au même niveau que les Allemands. C'est quand même passionnant. Parce que moi, il y a souvent des gens qui me disent sur les plateaux télé, mais oui, mais vous savez, c'est pour investir. Ok, très bien, on regarde que la dette d'investissement. On s'est plus endetté pour fonctionner que pour investir. Donc c'est de la dette de fonctionnement, c'est pas de la dette d'investissement. C'est ça qui est grave. On n'aurait que de la dette d'investissement. Et il y a de la bonne dette. C'est pas grave de s'endetter pour investir. Mais pour fonctionner et pour refiler des dépenses sociales aux générations d'après, ça va pas. On était les premiers à dire qu'on avait des fragilités dans la gestion de notre dette française. On l'a fait depuis 2020. Quand on a sorti cette étude, moi j'ai été convoquée par les gens de Bercy et ils me disent mais comment tu peux sortir des trucs comme ça avec ton équipe et tout. J'avais tout mis dedans avec l'équipe. On avait mis les OAT indexés sur l'inflation, le risque d'indexer sur l'inflation quand on a un retour d'inflation. Vous avez vu, en 2022, ça nous a coûté 15 milliards de plus. 15 milliards. C'est pas rien, 15 milliards. Ils m'ont dit, mais oui, mais sur le long terme, on y gagne et tout. Non, enfin, non, parce qu'en fait, quand ça t'arrive, quand le surcoût il arrive, c'est pas le bon moment. C'est le moment où tout est tendu et où on est dans une période. Alors, ils m'ont expliqué aussi un autre truc à Bercy, c'est que ça coûte plus cher, mais c'est pas grave parce qu'on a plus de recettes parce qu'on est en période d'inflation. Sauf que visiblement, les politiques, ils étaient pas au courant. Ils avaient déjà dépensé l'argent de la recette supplémentaire. Hein, donc, en fait, ça équilibrait pas. Donc, les 15 milliards de plus, on les retrouvait dans le déficit, dans le solde. Donc, à chaque fois, nous, on a été critiqués pour avoir dit les choses en avance, et Jean-Michel s'en souvient. Quand j'avais sonné la sonnette d'alarme dans le JDD, c'était en 2021 ou 2022, pour dire qu'on allait vers les 80 milliards de charges de la dette. Là, on va vers les 60 en comptabilité budgétaire, hein, en comptabilité nationale, mais en comptabilité budgétaire, on est déjà à plus de 70. Et d'ici 2027, on sera dans les 100 milliards. À l'époque, on m'a dit, mais comment vous pouvez dire ça? Et je leur ai dit à Bercy, mais quel est votre chiffrage à vous? Envoyez-le-moi. Ils n'en avaient pas, soi-disant. C'est très étonnant parce que nous, on est une toute petite équipe. Vous savez qu'on n'a que des financements de dons, surtout de personnes physiques. Hein. On a 17 000 donateurs, des dons en moyenne de 100 € par an. On est une petite équipe avec un peu plus d'1,5 million de budget annuel. On fait des chiffrages. Bercy nous dit, nous, on n'a pas ces chiffrages. Mais c'est juste pas possible, en fait. Je ne peux pas y croire. Et moi, je me fais engueuler toute la journée dès que je sors des choses en amont. C'est-à-dire que nous, on essaie toujours de se dire quel est le coup d'après, qu'est-ce qui va se passer après. Après le Covid, on avait dit attention, il y aura de l'inflation, attention, les taux vont remonter. On était les seuls à dire ça. On était les seuls à le dire, je vous assure. Et ensuite, on se dit mais on aurait tellement pu mieux anticiper. Pourquoi on se retrouve dans cette nasse? C'est ça qui est très agaçant de notre point de vue, c'est qu'on a toutes les possibilités de lecture et d'anticipation, et qu'en fait, on ne le fait pas. Alors que dans nos entreprises, au quotidien, nos entrepreneurs, ils font quoi? Ils anticipent en permanence. Voilà. Alors qu'on a une administration surdiplômée, pléthorique, normalement top niveau, on se demande mais comment on peut ne pas avoir
les anticipations nécessaires sur des situations comme celle-là. D'autres questions ? Oui, moi je vois deux écueils à ce que vous avez dit. Le premier, vous l'avez dit vous-même tout de suite, c'est effectivement d'avoir des budgets structurellement déficitaires. Et on sait bien que quand on fait un budget qui est déjà déficitaire, le réaliser derrière l'est encore plus. Donc c'est quand même assez incroyable que depuis 50 ans, on n'ait jamais réussi à poser un budget à minima équilibré. Et ce serait la base déjà des finances publiques de se poser cette question-là. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est capable de le faire dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on se dit, si déjà on reste dans les 3%, on est plutôt pas mal, ce qui pose quand même quelques questions de fond pour revenir et pour payer la dette demain. Et le deuxième, et qui pour moi est plus grave que ça, c'est le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on a posé pendant pas mal d'années, et on se rappelle tous du discours de François Fillon quand il arrive effectivement en fonction en disant la France effectivement est au bord de la faillite. Je suis à la tête d'un pays en faillite. Voilà, et le quoi qu'il en coûte, pour moi, ça a été vraiment un dérapage très grave, dans le sens où aujourd'hui, tout le monde dit il y a de l'argent. Et donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand on veut, quand on le cherche, il y en a, regardez ce qui s'est passé. Et ça, pour moi, c'est un point qui va être extrêmement difficile à combattre sur le plan politique dans les années qui viennent, parce qu'on a franchi un cap qu'on aurait sans doute... Alors, sur le moment où ça a été fait, je pense que c'était sans doute nécessaire et ça nous a aidés provisoirement, mais on aurait dû le clore immédiatement. Vous avez totalement raison sur le quoi qu'il en coûte, c'était pas du tout ça qu'il fallait dire. Dans un pays qui est dans un quoi qu'il en coûte permanent, rajouter une couche de quoi qu'il en coûte, c'était hyper grave. Mais là encore, on était hyper seuls, nous, à la Fondation IFRAP, à ce moment-là. Moi, je me souviens d'être allée sur les émissions d'Yves Calvi pour dire il faut arrêter le chômage partiel, il faut arrêter le chômage partiel à gogo, il faut arrêter de dire il y a des productions essentielles et non essentielles, c'est pas vrai du tout, tout est essentiel pour l'économie, etc., etc. Vous vous en souvenez, j'étais toute seule sur les plateaux pour dire ça, et Yves Calvi me regardait avec des grands yeux ronds, d'un air de dire mais comment elle peut dire ça. Et nous on avait des retours de comparatifs entre la France et l'Allemagne, où on voyait que des boîtes qui étaient implantées à la fois en France et en Allemagne tournaient à 100% en Allemagne en termes de prod, alors qu'on était à 20 ou 30% en France. Et nous, on nous empêchait de travailler, on nous empêchait de faire tourner les entreprises et de produire en France. Des entreprises dans les cosmétiques avaient les clients, avaient le carnet de commandes, avaient de quoi produire, avaient des masques FFP2, avaient des gels hydroalcooliques. Ils fournissaient même les hôpitaux alentours. Ils ne pouvaient pas produire leur ligne de cosmétiques. En France, ils ont dû envoyer la prod en Chine. Non mais, on est où ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on se saborde nous-mêmes ? Moi, je n'ai pas compris. J'ai écrit des papiers dans le Figaro pour dire comment nos syndicats peuvent être en train d'exiger l'arrêt des usines qui peuvent tourner dans des conditions sanitaires acceptables, etc. Pourquoi on a fait ça ? Pourquoi les syndicats de Bercy incitaient les gens à refuser le télétravail quand ils avaient des enfants chez eux, les agents de Bercy, et qu'il valait mieux demander des autorisations spéciales d'absence qui faisaient qu'en fait, ils étaient en équivalent chômage partiel alors qu'ils auraient pu continuer à travailler. Alors que tous les gens du secteur privé qui pouvaient télétravailler, qui avaient des enfants chez eux, l'ont fait. Pourquoi nos syndicats aussi de salariés sont comme ça chez nous ? Là, il y a un vrai sujet aussi. Comment on peut accepter finalement de choisir toujours ce qui va impacter plus négativement l'économie. On a perdu presque 8 points de PIB en 2020, les Allemands n'en ont perdu que 5. Vous voyez bien qu'ils ont continué à produire. Donc là, il y a un sujet. Je sais bien qu'on est le pays du principe de précaution, mais on n'est pas Crésus. Les Espagnols, quand ils ont pris des décisions, ils ont dit à un moment, mais nous, on n'a plus d'argent pour payer. Voilà. Donc les restaurants, ils vont rester ouverts. Alors, il y aura peut-être moins de gens dans les restaurants parce qu'il y aura des jauges, mais ils vont rester ouverts parce qu'on n'a pas les moyens de payer des restaurants fermés avec l'argent public. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je suis catastrophée de voir l'argent qu'on a cramé pendant le Covid pour des raisons inutiles. Et quand j'ai été auditionnée à la commission d'enquête sur la dette à l'Assemblée nationale par Juvin et Lefebvre, donc LR et Renaissance,
ils m'ont demandé de chiffrer combien de dettes venaient de la crise Covid et des crises suivantes. Bon, c'est entre 300 et 400 milliards. Mais là, on va avoir quand même 1000 milliards de dettes en plus depuis 2017. Donc, et j'ai calculé avec mon équipe que si on avait le même endettement, les autres pays de la zone euro, ils ont vécu la crise Covid aussi. Si on avait le même hausse de dette que dans les pays comparables, on aurait 400 à 500 milliards de dettes en moins. Entre 400 et 500. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas quand même dans notre modèle. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'on ne peut pas continuer à considérer qu'un budget en déficit à 3%, ça suffit. Mais ça, c'est aussi une façon qu'ont plutôt nos politiques de regarder les choses en considérant que le sujet des 3%, c'est un sujet Bruxelles et que finalement, il faut juste essayer d'être à peu près dans les fourches codines. En fait, non, c'est un sujet de souveraineté. Et il y a quelque chose aussi qui, moi, me rend étonnée, pour ne pas dire plus. Comment ceux qui nous poussent à dépenser toujours plus sont aussi ceux qui n'aiment pas les marchés, mais qui en même temps nous poussent à être toujours plus dépendants des marchés. C'est très étonnant quand même. C'est-à-dire, finalement, ils nous disent on n'aime pas le capital, mais qu'est-ce que c'est que les marchés finalement sinon la quintessence du capitalisme. Et donc on emprunte sur les marchés pour faire tourner des services publics déficitaires, plus de 300 milliards d'euros par an, et ils trouvent ça très bien. Là, moi, je ne comprends pas. Et plus de 50% de la dette négociable de la France est détenue par des non-résidents. Donc, nous, on a fait le tour du monde de tous les pays très endettés comme la France. Il n'y en a aucun qui a plus de 50% de sa dette qui est détenue par des non-résidents. Tous les pays qui sont très endettés, en passant par l'Italie, par le Japon, par le Royaume-Uni, par les États-Unis, tous ces pays-là, tous, ont au moins 70% de leur dette détenue par des résidents, par leurs propres résidents. Nous, on joue avec le feu. Je vous assure qu'on joue avec le feu. Ça, on l'a dit depuis des années. Et quand j'ai dit peut-être qu'on devrait se fixer à un maximum de dettes détenues par des non-résidents, j'ai des gestionnaires des épargnants français qui m'ont dit « Attends, tu ne vas pas nous obliger à ce que les épargnants français prennent de la dette française, c'est trop risqué. » Parce qu'on dit toujours que l'assurance vie détient la dette française. Mais quand vous regardez où est placée l'assurance vie française, elle n'est pas spécialement placée en dette française. Moi, j'ai estimé que c'était autour de 300 milliards sur presque 2000 milliards d'assurance vie. Donc, voilà. Mais je rejoins tout ce que vous dites. Le quoi qu'il en coûte, il ne fallait pas dire ça. Voilà. Surtout pas. Parce qu'en fait, on rentre dans les mauvaises passions françaises en faisant ça. D'autres questions ? Oui, le problème, c'est que pour que votre discours passe au niveau des politiques, il faut qu'eux-mêmes sentent que ça infuse au niveau de la population et qu'il y ait un nombre suffisamment important de gens qui adhèrent à ce discours. Et aujourd'hui, il y a une culture économique qui est très faible en France. Donc je me demande s'il ne faudrait pas aussi mettre le paquet sur cette éducation économique. Je pense qu'en plus, c'est le bon moment parce que là, maintenant, tout le monde entend que la dette est très importante, etc. Donc tout le monde est convaincu qu'il y a un problème, même ceux qui ne s'y intéressaient pas. Donc, mettre le paquet sur, je sais pas, au lieu que les chaînes d'infos bouclent sur des faits divers qui sont dramatiques, etc., mais essayer de mettre en œuvre tous les moyens pour que les gens puissent comprendre les tenants et les aboutissants de la problématique. Vous l'expliquez, vous, de façon je veux dire, intelligible pour pas mal de gens. Mais aujourd'hui, je pense que la culture économique, elle est très faible. Et donc les politiques, ils ne peuvent pas vous suivre parce qu'ils se disent, nous, nos électeurs ne vont pas nous suivre. Vous savez, j'ai écrit pas mal de livres sur ces sujets maintenant. Et à un moment, c'était au moment justement de la fin du Covid. Donc, je sors un livre en 2021 et ensuite un autre livre en 2022. À chaque fois, j'essaie d'avoir des chaînes importantes, style du 20h, etc. Je ne demande pas à être invité au 20h. Je sais très bien qu'ils préfèrent inviter un acteur de cinéma ou je ne sais pas quoi. Mais non, mais je ne demande même pas ça. Je leur demande juste s'ils ne pourraient pas faire un petit reportage sur la dette. Voilà. Et
Et alors, ils m'ont dit, mais tes sujets sont anxiogènes. Alors je leur dis, mais attendez les gars, ça fait des mois qu'aux 20h, vous comptez les morts. Hein. Et là, vous me dites que le sujet de la dette est anxiogène, alors que vous nous avez plombé le moral pendant des mois et des mois. Enfin, moi, j'allumais plus la télé pendant le Covid. Je pense que vous non plus d'ailleurs. Mais donc, il y a un moment où je me dis, mais comment les mêmes rédactions peuvent considérer que le sujet de la dette, mais qui nous concerne au moins autant qu'une question d'épidémie de Covid, comment ils peuvent dire que ça n'a pas sa place aux 20h? Alors moi, je passe ma vie sur les chaînes. Vous savez, ces derniers jours, j'ai fait des émissions de l'ordre en moyenne 2 fois par jour. Mais là, j'ai encore des émissions qu'on me propose ce week-end, encore lundi, mais je veux dire, c'est sans fin. C'est toujours. Mais j'ai l'impression qu'en face, on me sert toujours les mêmes arguments qui sont nuls et non avenus, quoi. C'est-à-dire, c'est antisocial, les gens ne seront jamais d'accord, il y aura des manifs partout. Mais je n'y crois pas une seule seconde. Moi, je pense que finalement, nos compatriotes comprennent beaucoup mieux les choses que ce qu'on croit. Mais qu'on leur pose. Oui, mais je le pense vraiment. Ils croient que la littérature syndicale est la pensée profonde de notre population ou de nos concitoyens. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est absolument pas la réalité. Moi, je vois des gens partout, dans le métro, dans le bus, n'importe où, chez le boulanger, etc. Ce n'est pas des gens qui sont spécialement politisés. Ils me disent, continuez le boulot que vous faites. Partout. Et donc, je vous assure que ce qu'on dit là, ça parle à même des gens qui ont des niveaux de revenus qui ne sont pas forcément des niveaux stratosphériques. Ça parle à beaucoup d'entre nous. Et beaucoup de Français gèrent très, très bien leur propre patrimoine. Les Français sont des bons gestionnaires. Ce sont pas ils sont pas spécialement surendettés. Ils sont très épargnants. Ils sont dans la transmission. Je peux pas on peut pas considérer qu'ils connaissent rien à l'économie. Ils gèrent mieux que l'État lui-même leur propre denier. Moi, j'ai beaucoup plus confiance. Vous savez, c'est pour ça que les Suisses, ils sont très malins. Ils font des votations. J'en avais parlé avec quelqu'un d'un canton suisse qui avait vraiment un problème énorme de déficit et qui avait questionné ses concitoyens en disant, voilà, ouais, j'ai plusieurs solutions. Soit c'est tant d'impôts de plus pour les ménages, machin, et puis tant de baisse de dépenses, etc. Ils proposaient plusieurs cocktails différents, et puis ils avaient choisi tous à plus de 70%, 100% de baisse de dépenses. Je vous assure que si on proposait la même chose à nos concitoyens, ils proposeraient ça aussi. Quand on sait que les transports sanitaires, ça coûte 6 milliards d'euros par an maintenant, mais c'est monstrueux. Et qui n'a pas entendu en sortant d'un hôpital ou d'une clinique, donnez-moi mon bon de taxi, j'exige mon bon de taxi. Non. Vous savez, vous collez une franchise non remboursable, beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a un plafond à 50 € pour les gens qui sont en ALD, c'est 50 € maximum par an. Forcément, ils l'atteignent très rapidement. Mais vous pouvez faire des milliards d'économies sur les transports sanitaires. Ça ne va pas changer la qualité des soins à l'hôpital, hein, je vous assure. Et beaucoup de nos concitoyens sont déjà totalement convaincus en la matière. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut en parler sur les chaînes info, les radios, la presse, etc. Moi, je fais ça toute la journée. Hein. D'ailleurs, certains disent que je suis omniprésente dans les médias, et ils en tirent. Mais d'autres me disent on ne me voit pas assez. Alors, bon, mes journées n'ont que 24 heures, donc je fais le maximum. Mais avec mon équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on met sur Internet des outils. Et maintenant, tous les journalistes de France et de Navarre peuvent aussi reprendre ce qu'on met. C'est facile, vous avez dit, c'est facile à comprendre quand même, c'est pas compliqué. On essaie de documenter, on fait des comparaisons internationales en faisant les représentations graphiques les plus simples possibles, etc. Tout ça, on peut le reprendre, on peut en parler partout. Donc moi, je vous incite aussi,
tous à faire connaître nos travaux pour faire cette pédagogie. Parce que moi, je crois dans nos concitoyens beaucoup plus. Et je pense comme vous qu'une fois que le politique considérera que l'opinion publique est prête, ça passera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, voilà. Première chose, je voudrais que vous confirmiez un chiffre sur le budget de l'État. Moi, j'en ai un de 432 milliards. Non, en fait, c'est 492. Bon, 492 milliards. Alors, okay. 492, oui. C'est ce qui a été voté en 2024. D'accord. D'accord. Mais c'est que le budget de l'État. Voilà. Il n'y a ce que pas. Je voulais dire. Alors, dedans, vous n'avez pas les retraites, vous n'avez pas l'assurance maladie. Je vais y venir. Voilà. Je vais y venir. La totalité, c'est 1600 milliards. Alors, j'ai pour 2024 640 milliards pour le budget Sécu. Oui, ça va, je pense. Voilà. Ouais. Et en tant que chef d'entreprise, quand je regarde les comptes, les impôts, il y en a bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup de dépenses sur l'URSSAF, la Sécu, etc., qui sont beaucoup plus importantes. Alors, comme vous, je me suis dit, mais où va cet argent? Qui est énorme, hein, 50% de plus que le budget de l'État. 640 milliards. Et j'ai trouvé une piste. Alors, je vais vous la proposer. Elle est difficile à digérer, mais c'est une belle piste. J'ai un ami qui a eu une infection aux yeux. Il a fait un traitement pendant 1 an et demi, stationnaire. Au bout d'1 an et demi, on lui a dit, tenez, il y a un nouveau médicament, miracle, mais qui n'est pas encore sur le marché, qu'on peut vous faire pour essayer de vous guérir. 8 piqûres. Alors, je vous demande d'imaginer quel est le prix de ces 8 piqûres. Je vous donne 5 secondes et je vous le dirai après. Imaginez très cher, 8 piqûres d'une chimiothérapie. Allez, 240 000 €. Il m'a dit aussi, mon traitement avec les 1 an et demi, au global, c'est 400 000 €. Donc, aujourd'hui, ces 640 milliards, vous avez tous des exemples de gens qui ont des chimios, etc. Il se fait bouffer par la grande pharma et la business de la maladie. Et ce n'est pas rien, ces 640 milliards, c'est une de nos plus grosses dépenses au niveau de l'entreprise. Avez-vous étudié le sujet? Écoutez, moi, je n'ai pas regardé spécialement les dépenses de chimiothérapie, etc. Et actuellement, où on en est. Ce que je sais, c'est que sur une dépense annuelle de maladie, on est plutôt dans les 3 000, 4 000 € en moyenne par an et par assuré. Hein, oui. Parce que vous avez des traitements qui sont très chers. Vous savez, un traitement oui, mais je suis d'accord. Mais un traitement d'orthodontie, c'est 100 000 € aujourd'hui. Non, pour n'importe quel ado, aujourd'hui, vous avez un traitement d'orthodontie entre 4 et 5 000 € et c'est déjà absolument gigantesque. Donc, après, le sujet, moi, c'est ce qu'on a vu, nous, à la Fondation IFRAP. On dépense 15 milliards de plus pour l'hôpital que les Allemands. Ah, ouais. Et pour moi, ce n'est pas que la question des traitements. C'est aussi la question du coût de la structure. Ah bah si. Mais si. On a... Non, je vous assure. Je vous assure qu'il y a... Non, je vous assure. Je vous assure que quand vous comparez au niveau international entre le coût du médicament entre l'Allemagne et la France, vous n'avez pas tellement d'écart. En revanche, vous avez un écart sur le coût de la structure de l'hôpital qui est gigantesque. Je vous l'assure. Reprenez, on a publié une étude. On a publié une étude, comparaison France-Allemagne. Comparaison France-Allemagne sur la santé. Vous avez tous les chiffres. On dépense 15 milliards de plus pour l'hôpital et on dépense 6 milliards de moins pour la médecine de ville. On a tout hospitalo-centré. On fait beaucoup trop de soins à l'hôpital et pas assez en médecine de ville. Là, il y a un énorme sujet d'économie à faire. On ne fait pas assez de prévention. Les Allemands font 2 à 3 milliards de prévention par an de plus que nous. Donc, ils prennent justement la maladie avant qu'elle devienne grave et avant qu'elle coûte cher.
Nous, on fait du transport sanitaire à la place. On fait beaucoup plus de dépenses de transport sanitaire et de dépenses administratives. Regardez les chiffres au niveau macroéconomique. Moi, je veux bien que vous ayez cet exemple. J'en sais rien. Je ne connais pas votre ami. Je n'ai pas vu les factures. Je ne peux pas commenter quelque chose que je n'ai pas vu personnellement. Non, mais oui, mais donnez-moi... Non, mais à ce moment-là... Mais non, mais attendez... le sujet, c'est l'économie, monsieur. C'est pas la question de libéral. Oui, où va notre argent? Oui. Mais vous savez, on a fait toutes les comparaisons internationales, donc je peux vous dire où sont les écarts avec les autres pays. Une autre question. Oui, merci de votre présentation. Merci à vous. J'ai pas mal pratiqué la haute administration. Il me semble qu'on est dans une situation effectivement assez dramatique et qu'il faut établir un rapport de force positif que vous évoquez rapidement, parce que je pense que la haute fonction publique ne bouge que face au rapport de force ou à la menace individuelle sur les chefs quand il faut réussir à les faire bouger. On va se retrouver, par rapport à ce que vous proposez, qui me paraît de bon sens, face à une réaction forte syndicale, donc très fonction publique, qui va inévitablement générer un certain nombre de manifestations. Comment, selon vous, on peut faire peser l'économie réelle, l'économie qui génère de la richesse, le privé, dans ce processus de décision, en mettant en place des rapports de force à court terme favorables aux évolutions? Moi, je vous le dis à nouveau, je pense que la seule solution, c'est de dire maintenant on arrête d'embaucher, on arrête d'investir tant qu'on n'a pas véritablement le plan d'économie adopté et décidé clairement. Voilà, parce qu'on ne peut pas continuer à faire tourner des boîtes qui payent en fait le modèle social français, parce que qui est-ce qui paye le modèle social français? Ce sont les entreprises de France. Voilà, c'est ça la réalité. On ne peut pas avoir ce système sans demander des comptes en face de comment vous utilisez notre argent. Voilà. Et ça, je pense que n'importe quel gouvernement peut l'entendre. Je vous dis, c'est ce qu'a fini par comprendre François Hollande à l'époque quand il a vu qu'il y avait un tel ras-le-bol des entrepreneurs que c'était en train d'empêcher la croissance. Tous les autres pays étaient en train de reprendre une croissance plus importante en zone euro et nous, on était encore en train de stagner économiquement. Donc, pour moi, il y a cette solution-là et c'est une sorte de grève des entreprises. C'est-à-dire, et vous savez, ça avait été dans le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Geoffroy Roux de Bézieux quand il était président du MEDEF. Il avait dit, mais vous savez, si on fait la grève des entreprises, qu'elle soit décidée en haut lieu ou non, mais parce qu'en fait, finalement, quand on perd la confiance, quand on est à la tête d'entreprise, c'est ça qui se passe, c'est qu'on enraye d'une certaine manière la croissance. Derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi toute l'économie du pays et aussi les salariés qui en font les frais. Donc, pour moi, c'est la seule solution, c'est ce bras de fer. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être agressif. Ça veut dire qu'il faut dire, vous nous avez fait perdre la confiance, il faut nous redonner la confiance. Voilà. Et moi, je suis persuadée que les entrepreneurs auraient tout à gagner à dire quelque chose comme ça, de clair, parce que dire on va exiger des contreparties, mais oui, mais il faut que ce soit plus expertisé que ça, parce que moi, ça fait des années que j'entends on va faire des économies et je vois qu'ils dépensent plus. Donc, et puis, vous vous souvenez, les plans Fillon d'économie, c'était en fait des plans d'augmentation d'impôts, parce que c'était des plans d'économie sur la dépense fiscale. Donc, ça veut dire que c'était du rabotage de niche fiscale, donc c'était des augmentations d'impôts. Donc, c'est pas juste des engagements à l'oral, etc. C'est vraiment... on se met autour de la table et on décide de quelque chose, d'un plan cohérent. Et c'est ça aussi la difficulté de la vision française depuis 2022, parce que depuis 2022, on devrait avoir une coalition. On devrait avoir une coalition pour avoir une majorité absolue avec un plan, un programme de coalition. Dans n'importe quel autre pays européen, c'est ça qui aurait été mis sur la table.
Hein, les Allemands, ils ont un programme de coalition qui fait plus de 220 pages et qui est gigantesque. Alors, je veux dire, leur coalition, elle est un peu brinque-ballante aujourd'hui, mais il y a quand même en Europe, dans la plupart des pays, une tradition de compromis, de trouver des axes de choses à faire ensemble. Mais nous, on met d'abord les bons hommes autour de la table et après, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme programme ? C'est dommage. Et c'est pour ça que les entreprises ont aussi un rôle à jouer pour redonner du bon sens à tout ça. Parce que sinon, on va continuer à faire de la politique politicienne. Et on va perdre du temps. Donc, pour moi, les entrepreneurs sont aujourd'hui absolument incontournables dans la bonne gestion de ce tournant qu'il faut qu'on prenne tous ensemble. Ils ont une énorme part de responsabilité. Une dernière question ? Bonjour, merci beaucoup pour tous vos propos. Petite question, je vais revenir sur ce dont vous avez parlé au début, pour les associations. Comment aujourd'hui, en septembre 2024, une association, même déclarée d'intérêt général, peut faire pour tenir ? C'est-à-dire que les derniers propos que j'ai entendus vendredi au niveau local du département, c'est « on va dans le mur, on ne tiendra pas un an ». Et comment, pour une asso qui œuvre pour former la jeunesse, s'ouvrir l'esprit aussi pour une jeunesse qui ira après dans les entreprises, comment on fait pour tenir ? Parce que nous, on a besoin, certes, des collectivités, mais également des mécénats des entreprises. Et on sait bien que les entreprises aujourd'hui sont frileuses à l'idée de faire du mécénat au vu de la situation. Comment on peut faire ? Comment on peut faire au moins pour tenir un an dans notre mission de service ? Et quelle est votre mission de service ? Alors, titre personnel, c'est la formation à la musique des jeunes du département de la Vendée. D'accord. Écoutez, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui font un travail remarquable. Il y a aussi plein d'associations qui captent des subventions publiques et qui ne font pas derrière un travail remarquable. Donc, dans beaucoup de pays, on n'aurait pas, comme chez nous, 30 milliards de subventions sans obligation d'avoir beaucoup plus d'informations sur les comptes des associations en question, de ce qu'elles font, etc., etc. Et on n'aurait pas non plus des subventions parfois à 80-90% du budget. Parce qu'une association, par définition, si elle existe, c'est qu'elle a une mission quand même d'intérêt général et qu'elle intéresse nos concitoyens et donc elle a des recettes propres. Voilà. Donc, nous, on part du principe qu'on devrait avoir 50-50 au moins, c'est-à-dire pas plus de 50% de subventions. 50% de subventions, 50% de recettes propres. Si on appliquait cette règle-là, je peux vous dire que beaucoup d'associations seraient beaucoup moins subventionnées parce que beaucoup d'entre elles n'ont pas de recettes propres, hein, ou très peu de recettes propres. Donc, quand on a travaillé sur les questions d'associations subventionnées par les collectivités locales, notamment pour certaines émissions comme Capital par exemple, on s'est rendu compte que même dans des très grandes villes, il y avait certaines associations qui ne déposaient jamais leurs comptes alors qu'elles avaient des montants de subventions très importants. Donc déjà, si on disait toutes les associations qui ne publient pas leurs comptes, on arrête les subventions, on aurait de l'argent pour celles qui publient leurs comptes et qui ont des recettes propres et qui expliquent très bien ce qu'elles font au service de nos concitoyens. Donc il y a tout un travail d'identification de ce qui sert vraiment la collectivité et de ce qui, en réalité, est devenu des faux-nez des administrations publiques. Voilà. Donc là, ma réponse, c'est que ce soit au niveau des départements, des régions, des collectivités locales dans leur ensemble, des communes, mais aussi de l'État, nous devons avoir beaucoup plus d'informations sur où va l'argent des subventions aux associations. Parce que si vous voulez que votre association, qui certainement œuvre pour le bien commun et l'intérêt général, puisse récupérer des subventions, il faut aussi qu'à côté, il n'y ait pas des associations qui sont dans une captation du financement public. Et c'est tout l'enjeu, à mon avis, des prochaines années sur le sujet. Normalement, ce sont les préfets aussi qui sont responsables de vérifier
que les associations subventionnées déposent bien leurs comptes et donnent leurs comptes. Nous, à la Fondation IFRAP, on est obligé de déposer nos comptes au journal officiel. Et on le fait tous les ans. Comment se fait-il que tout le monde ne fasse pas ça? Je suppose que vos comptes sont accessibles en ligne et qu'on peut les télécharger. Mais c'est très important, ça. C'est rendre des comptes aux citoyens. Voilà. Et la transparence, et je peux vous dire qu'une fois que vous mettez la transparence, vous allumez la lumière, vous allez faire réduire énormément une grosse partie des subventions qui sont indues. Mais chez nous, on a beaucoup de mal à avoir des informations comme ça. Et j'insiste aussi sur la consolidation des comptes. C'est-à-dire que quand ce sont des associations qui ont des antennes dans l'ensemble de la France, il faut qu'on ait des comptes consolidés sur l'ensemble du pays. Pour connaître l'ensemble des subventions qui sont touchées par une association qui, en fait, est une seule association, mais qui récupère des subventions dans tous les territoires. Et ça, il y en a énormément aussi. Merci à tous pour votre écoute.